aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Elina que j'ai rencontrée lors de la grève féministe du 14 juin. Ouais, 14 juin 2019. Voilà. Comme Alicia en fait d'ailleurs, parce que la vidéo précédente dans la tête de que j'ai faite c'était avec une fille qui s'appelle Alicia et que j'ai rencontrée aussi ce jour-là, donc c'est cool parce que c'était vraiment l'occasion de faire plein de rencontres intéressantes. Comme Caro l'a si bien dit, je m'appelle Elina, j'ai 19 ans. Vous me connaissez peut-être sous le pseudo de Lagoupil si vous suivez ma chaîne YouTube. Et voilà, je suis une femme transgenre, ça va faire plus d'1 an que je suis végane et que je fais des actions antispécistes en général dans ma vie. Et voilà, en plus de militer sur les fronts féministes et LGBTI+, je vais bientôt rentrer en sociologie. Du coup en septembre je rentre en bachelor de sociologie en première année. Trop bien! Moi j'entre en deuxième, du coup c'est cool, ouais. parce que justement on a pu parler... Elle va pouvoir m'aider en fait. Est-ce qu'il y a un rapport entre la prise de conscience que tu as eue sur les thématiques féministes, LGBT et tout ça, et le véganisme? Un rapport... alors dans la prise de conscience en elle-même, je pense pas. Je pense pas que ce soit lié parce que c'est arrivé à 2 moments différents de ma vie. Cependant, je pense que le fait d'avoir rencontré des personnes féministes, de m'être familiarisé avec le féminisme, de m'être éduqué, de faire évoluer ma façon de penser, et pareil sur les luttes LGBT aussi, ça m'a énormément aidé à rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux groupes sociaux, à changer un peu d'environnement. Et peut-être que sans tout ça, j'aurais pas été confronté aussitôt aux thématiques véganes, antispécistes, etc. Et du coup je pense que ça a participé sans forcément être lié. Après dans la lutte en elle-même, dans la lutte antispéciste, ça reste une lutte qui se joue au niveau social aussi, donc dans la société. Et donc même si c'est pas une lutte qui est vraiment assimilable aux luttes féministes, LGBT, antiracistes ou antivalidistes, etc., c'est pas vraiment assimilable parce que du coup on parle pas, ces autres luttes sont des luttes qui concernent les êtres humains et dans la société. Alors que là, la lutte antispéciste, c'est vraiment notre rapport avec les autres animaux. Donc vu que c'est pas vraiment comparable, je peux pas vraiment dire que ce soit lié, mais en tout cas, vu que c'est les 2 luttes qui se passent au niveau social, c'est interconnecté. Et donc du coup, je pense que voilà, à chaque fois que je grandis dans mon côté militant féministe LGBT, ça m'aide à mieux militer du côté antispéciste et vice versa. Ok, ouais, donc petit moment chat qui se fait des griffes. J'arrive pas à lui en vouloir, il est tellement adorable. Tu as parlé de prise de conscience féministe, LGBT et tout ça. Est-ce que tu peux me raconter comment tout ça a commencé en fait? Le début, les origines. Le début des origines, mais même avant. Les origines. J'ai découvert la communauté LGBT assez tard dans ma vie en fait. Du coup je devais avoir 15-16 ans quand j'ai découvert l'existence de la communauté LGBT. Donc il y a 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci, trop forte en maths. Voilà, disons qu'avant je savais qu'il existait des personnes gays, je savais qu'il existait des personnes qui étaient pas comme tout le monde, mais j'en avais jamais rencontré, en tout cas j'en avais jamais rencontré qui le vivent, qui soient out en fait, qui le vivent dans la vie de tous les jours. Et voilà, ça m'avait jamais... Je ne m'étais jamais posé de questions sur le sujet, en fait c'était un truc qui était très loin de moi, très obscur, très flou, dans le lointain. Et du coup, est arrivé un moment de ma vie où, après un passage qui est assez difficile, qui a duré plusieurs années, où j'ai recommencé à m'ouvrir au monde et aux gens en général. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens à cette époque, dont pas mal de personnes qui faisaient partie de la communauté LGBT. Donc voilà, j'ai rencontré des personnes bi, des personnes gays, et quelques personnes trans, pas beaucoup, mais quelques-unes déjà qui m'ont en fait pas mal aidé, parce que du coup, le fait de discuter avec elles, ça m'a vraiment aidé à me remettre en question. En fait, ça m'a amené à me remettre en question mon orientation sexuelle, mon genre, etc. Des choses que j'avais énormément refoulées pendant plein d'années au fond de moi. Et donc du coup, c'est comme ça que je suis venu à réaliser que peut-être comme j'étais pas un homme comme on me l'avait dit depuis mon enfance, et que peut-être j'étais pas hétéro comme on me l'avait dit depuis mon enfance. C'est là que j'ai commencé à comprendre plein de trucs sur ma vie que je ne comprenais pas vraiment et que juste je refoulais avant parce que c'était pas dans la norme, c'était pas ce que les gens attendaient de moi, etc. Et donc du coup ça a été une grosse libération en fait de rencontrer ces personnes et qu'elles m'aident à évoluer. Et donc du coup des luttes LGBT, j'ai petit à petit, du coup en rencontrant de plus en plus de gens comme ça, j'ai développé la sensibilité féministe.
au travers de personnes aussi, du coup féministes, etc., qui m'ont aidé à faire évoluer ma pensée. Et donc voilà, j'ai énormément grandi dans ces années, du coup mes 15, 16, 17 ans. Tu disais qu'il y avait que ce moment-là où tu as commencé à rencontrer toutes ces personnes et à te poser toutes ces questions est arrivé après un long moment difficile. Est-ce que tu veux en parler, expliquer pourquoi? Pas de problème. Alors, en fait, du coup, tout ça a commencé quand je suis arrivé en 6e. J'arrivais d'un tout petit village où j'étais dans une toute petite école où genre il y avait 30 élèves répartis sur 5 niveaux. Donc c'était vraiment tout petit, etc. Tout le monde se connaissait. Du coup, je suis arrivé dans cette nouvelle ville, ce nouveau établissement. Je connaissais personne. Tout le monde se connaissait déjà d'avant. Donc j'ai eu... C'était genre la nouvelle. Voilà, tout le monde était en fait était ensemble avant dans le même établissement. Ils sont tous allés dans le même collège ensuite. Et moi, je débarquais un peu nulle part. Et donc je connaissais personne. J'étais perdu au possible. Et donc du coup, j'ai eu énormément de mal à m'intégrer socialement. Quand je dis énormément de mal, c'est juste que j'ai pas réussi à m'intégrer socialement en fait. Et donc du coup c'était assez difficile à cette période-là parce que du coup j'étais seul en fait dans ma vie. Dans tout ce qui est les périodes de cours scolaires, j'étais totalement seul. Je me suis énormément réfugié dans deux choses. Je me suis réfugié dans les livres et dans la bouffe. Pas forcément de façon très très saine d'ailleurs. Voilà, TCA. Bah oui, j'ai développé pas mal de TCA à l'époque. Qui sont pas toutes, je m'en suis pas complètement remis tout à fait. Enfin, j'ai toujours des séquelles niveau TCA, niveau troubles du comportement alimentaire, pour ceux qui connaissent peut-être pas, voilà, c'est ça les TCA. Et dans les livres de façon un peu abusive. Comment ça? Les livres de 300 pages, j'en bouffais 3-4 par semaine. Ah ouais. En fait, je lisais pendant les pauses, je lisais pendant la pause de midi, je lisais pendant les cours. Je lisais tout le temps. Je lisais le soir en rentrant, je lisais avant de m'endormir. En même temps, ça se comprend parce qu'en plus, à cet âge-là, tu sais exactement Enfin, déjà, tu apprends à socialiser depuis encore plus petit, mais je veux dire, quand tu as 12 ans, c'est vraiment, ça commence à être les bases de la construction vraiment de tes valeurs, avec qui tu veux être et qu'est-ce que tu veux devenir et tout ça. Ça me faisait du bien parce que ça me permettait de m'échapper en fait. Ça me faisait un échappatoire à la réalité dans laquelle je me réfugiais. Le problème c'est que du coup c'était un peu un cercle vicieux parce que du coup j'étais pas du tout intégré socialement. Du coup ça me mettait mal, du coup je passais mon temps à lire, plonger dans mes bouquins, du coup j'arrivais pas à m'intégrer socialement, du coup j'étais mal, du coup je me plongeais dans mes bouquins. Voilà. Exactement. Constamment. Et en plus de ça, par-dessus tout ça, c'est rajouté le fait que j'avais énormément de facilité. En cours, j'ai énormément de facilité. J'étais une tête. J'écoutais les cours. En fait, d'une oreille un peu distraite, et puis c'est bon, je savais tout, je pouvais résoudre les exercices comme ça. Vu que j'avais énormément de facilité et que les cours ne me posaient aucun problème, et j'ai très vite eu la réputation de l'intello. Ouais, voilà, si j'allais dire ça. J'étais l'intello. Ça colle encore plus une étiquette quoi. L'intello. Tu t'isoles, tu lis et t'es trop fort en cours. Et du coup, j'étais plongé dans mes livres, j'étais extrêmement forte en classe. Et du coup, à cause de mes TCA, j'ai pris énormément de poids. Et donc, du coup, tout ça, ça a fait que j'étais sujette à énormément de harcèlement. Par rapport dans cette période, c'était une période assez dure niveau harcèlement, que ce soit sur mon poids, sur mes livres, ou sur justement le fait que j'étais l'intello de la classe, l'intello du collège. Voilà, du coup c'était assez dur. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te posais déjà des questions sur les orientations sexuelles, le genre, tout ça? Pas du tout, parce que du coup, la littérature que je lisais, c'était du fantastique, vraiment, voilà. Okay. Donc ça m'a pas trop poussé à me poser des questions là-dessus. Je sais que j'aimais énormément les héroïnes fortes. Tu t'identifiais plus à les femmes? Ouais, mais à l'époque, je faisais pas le lien du tout en fait, parce que du coup j'étais tellement coupé socialement de tout, et tellement refermé sur moi-même, que j'arrivais même plus à me rendre compte que je pouvais évoluer et me poser des questions par rapport à moi-même. C'est des questions que je me suis posées que très tard, parce que du coup il y avait personne pour me montrer que c'était une possibilité en fait. Et déjà que j'étais exclu socialement. Donc en plus à chaque fois que j'avais une idée, une pensée qui sortait un peu des normes cis-hétéronormées, des normes cis-hétéro plutôt, je la refoulais en fait, je l'ignorais, je la refoulais parce que du coup j'ai déjà tellement de mal à m'intégrer que je me disais je vais pas être encore plus bizarre que je vais être encore plus bizarre que les gens me qualifiaient déjà de bizarre en fait. Ouais, c'est une période assez dure dans ma vie, et donc du coup, en fait, après ces 4 ans, parce que du coup,
Je sais pas combien d'années c'est en Suisse, mais voilà, chez nous, il y a le collège, c'est 4 ans. Puis après, on passe au lycée. Et du coup, dans la ville où j'étais, il y avait du coup le collège et juste à côté, enfin, genre 300 mètres plus loin, le lycée. Et donc, du coup, généralement, tous les gens qui avaient fait ce collège faisaient ce lycée. Ouais, donc t'allais te retrouver avec les mêmes gens pendant des années, quoi. Voilà, et donc, du coup, j'ai juste dit non. Et je suis allé dans un tout autre lycée, très très loin, parce que je voulais pas du tout me retrouver avec les mêmes personnes, en fait, je m'étais fait des ennemis, etc. C'est normal, tu te faisais harceler, quoi. Genre, voilà, mais en plus, du coup, je me faisais harceler, mais j'avais du répondant en fait. Mais j'étais faible, mais j'avais du répondant. Ça rendait le truc encore plus... Voilà, du coup en fait, j'avais une grande gueule et pas de bras, et donc du coup, je me faisais un peu... ouais, je me faisais taper en fait. C'est arrivé à ce moment où j'allais changer totalement d'établissement, pour 2 raisons. Déjà, la raison officielle que j'ai présentée à mes parents, parce que ça, j'en parlais pas trop à mes parents, parce que j'ai jamais vraiment réussi à me confier à mes parents sur quoi que ce soit. Et donc, la raison que j'ai présentée à mes parents, c'est simplement parce que le lycée où je voulais aller était bien mieux coté en fait. Ils m'ont accepté sur dossier, normalement en France c'est pas trop sur dossier que ça se passe, mais vu que c'était un lycée privé, c'était sur dossier, ils m'ont accepté sur dossier. Et du coup c'était complètement dans une autre ville, complètement dans notre environnement, c'était en fait un nouveau départ. Personne ne me connaissait d'avant, j'avais une possibilité de tout recommencer à zéro. À zéro, ouais. Exactement. C'est là que je me suis mis à me poser des questions sur mon genre, d'abord ma sexualité, puis mon genre, parce que ça a été plus dur à accepter pour mon genre. Ah ouais? Ouais, étonnamment, parce que du coup j'ai rencontré beaucoup plus de personnes LGB que de personnes T. Oui. Qui sont beaucoup moins nombreuses et surtout beaucoup moins représentées. Je pense que ça a été une réalisation progressive. En fait, du coup, j'ai rencontré toutes ces personnes, lesbiennes, gays, bi. Et du coup, en fait, ça m'a fait réfléchir sur ma vie. Et donc, sur toutes ces pensées que j'avais refoulées, sur toutes ces attirances que j'avais même pas imaginé, en fait, qui étaient restées dans mon... ouais, je suis pas très psychologue, mais dans mon subconscient, qui n'avaient pas atteint ma conscience à cause de barrières que je m'imposais moi-même. Et donc c'est là que je me suis mis à réaliser, et je sais plus exactement quand est-ce que je me suis proclamé officiellement bisexuel, mais je sais plus vraiment quand ça s'est passé, mais voilà, c'est une réalisation progressive. Et vraiment, en fait, au bout d'un moment, c'était tellement progressif, au bout d'un moment, c'était normal pour moi. C'était devenu normal, et donc du coup, l'annoncer, ça faisait un peu bizarre aussi, genre c'était tellement devenu normal que... ouais, c'était bizarre de l'annoncer en fait. Est-ce que tes parents, du coup, ta famille, tout ça, quand tu t'es posé ces questions, même si tu as dit que tu te confiais pas trop à ces personnes, est-ce qu'ils ont été... Enfin, quel rôle ils ont joué plutôt dans ton développement? Pas beaucoup, pas beaucoup. un rôle plutôt négatif. Hein, voilà. Alors, il faut savoir que du coup, je vais pouvoir continuer l'histoire de ma vie. Parce que après le lycée, je suis allé à Lausanne. J'ai vécu pendant 1 an sur Lausanne. C'était la première fois que je vivais seul, donc loin de ma famille, loin de tout. Et ça m'a fait un bien fou, parce que en fait, c'était à peine quelques mois après que j'ai commencé à remettre mon genre en question. Enfin, même que j'ai réalisé en fait que mon genre, j'étais peut-être pas cisgenre, quoi. Et donc c'était la première fois que j'ai pu me permettre de vivre en tant que personne trans dans ma vie en fait. Donc voilà, C'était quand? Alors c'était pas l'année dernière, c'était l'année encore avant. Donc il y a tout juste 2 ans, tu as commencé à te permettre d'exprimer ton genre. Exactement, voilà. Donc j'ai commencé à acheter des vêtements, à me maquiller, ce genre de choses, mettre du vernis, du rouge à lèvres, ce genre de choses. Tout ça pour l'instant je le faisais un peu quand je savais que je n'allais pas croiser au grand monde, tout ça. Au bout de quelques mois, vraiment je me suis confié aux amis que je m'étais fait là-bas, qui ont été très très ouverts, très très compréhensifs et compréhensives. C'était vraiment incroyable, je me sentais réellement soutenu et c'était vraiment très très cool. T'as pas eu de mauvaise réaction? Pas du tout, aucune mauvaise réaction. Mais ta famille savait ou pas que tu t'identifiais comme trans et que même ton orientation sexuelle, tu l'as... Pardon, ça fait partie de l'histoire, tout est calculé. Ok, pardon. Donc du coup là c'était vraiment une période assez incroyable de ma vie, parce que pour la première fois je m'assumais comme j'étais. Et donc c'était incroyable comme sensation d'enfin arrêter de refouler tout ça et de me laisser vraiment être qui je suis dans ma vie de tous les jours. Je aussi pendant cette époque là que je suis passé par énormément de prénoms avant de trouver le prénom que j'ai actuellement. Et du coup est arrivée l'époque où j'ai raté mon année à l'EPFL. Je me suis raté ramassé quoi. Alors bien raté là, c'est... Je crois qu'en fait à la fin j'étais tellement sûr que j'allais me rater que je l'ai plus du tout en cours en fait. Ah mince. Donc voilà, j'avais vraiment abandonné, laissé tomber.
Et du coup, suite à ça, j'ai dû rentrer chez mes parents. Le truc, c'est que j'avais passé une année à vivre complètement ma vie à fond en tant que personne trans, bisexuelle et tout, et mes parents n'étaient au courant de rien. Et là, tu débarques rien en du mode. Parce que j'ai littéralement peur de mes parents. Ah! Donc j'ai littéralement peur de ma famille et que ça me portait énormément de stress et d'anxiété. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon coming out par message. Avant d'arriver. Avant d'arriver, bien sûr, 2 semaines avant de rentrer en fait. Et alors c'est pas un message, c'était un message. C'était le message. La meuf, elle a fait un roman comme Exactement, j'ai fait un énorme pavé justement pour expliquer comment je me sentais, qu'est-ce que c'était la transidentité. Genre j'ai expliqué ce que c'était la transidentité. Du coup j'ai fait mes 2 coming out en même temps, donc trans et bisexuel. Ah ouais. Ce qui a permis de faire passer plus doucement le coming out bisexuel en fait. Et du coup des réponses que j'ai eues à ce message, mon père m'a dit il n'y a pas de problème, on te soutient. Ma mère m'a dit écoute c'est difficile, je vais avoir besoin d'un peu de temps. Puis du coup je suis rentré et absolument rien n'a changé en fait. J'ai fait mon coming out, j'ai tout expliqué, voilà j'aimerais que vous m'appeliez comme ça, j'aimerais que vous me genriez au féminin, je suis votre fille, etc. Et rien n'a changé, hein, il m'appelait toujours. En fait c'est exactement comme si j'avais pas envoyé le message. Genre un déni complet. Un déni complet, voilà, c'est exactement ça. C'est le déni complet général de tout le monde dans ma famille. Je sortais d'une période qui était littéralement la meilleure année de ma vie. J'ai rencontré des gens incroyables, j'ai pu être qui j'étais pour la première fois. Et d'un coup c'était retour à la réalité, retour à la froide réalité du monde cis. Et coucou Lucas. Du coup j'ai fait un deuxième coming out, en fait j'ai fait un peu un rappel quoi, genre you, je vous ai dit un truc en fait, c'est important ce que je vous ai dit, donc faites pas genre j'ai rien dit quoi. Et du coup c'était quand même, bon j'étais pas agressive, mais c'était un peu plus ferme comme message. Le premier message c'était vraiment un message très doux, très brossé dans le sens du poil pour leur faire comprendre, etc. Celui-là c'était plus s'il vous plaît quoi, réagissez, respectez-moi, je vous ai dit des trucs. Et donc vous en preniez conscience, c'est important pour moi, c'est vraiment très important pour moi. On n'est pas cramé ça? Non, non, ça va. Ok, pareil. Et du coup c'était assez... et du coup à partir de là, il s'est passé 2 choses différentes. Du côté de mon père et de ma mère du coup. Du côté de mon père, il s'est rien passé du tout. Ma mère de l'autre côté, c'est... En fait, vu qu'elle a compris qu'elle pouvait plus faire un déni de ma transidentité, elle a fait un déni de mon existence. J'ai l'impression que ma mère est en plein déni de mon existence. Ah ouais. Elle ne me parle pas, elle ne m'adresse pas la parole, elle ne me regarde pas. J'ai l'impression de ne plus exister en sa présence. Oui, c'est un peu horrible. C'est pour ça que c'est un peu dur en ce moment au niveau privé quand je suis chez moi en fait. Mais c'est à partir de quand que c'est arrivé ça? Et du coup quand j'ai fait mon deuxième coming out, ça va faire quoi? Ça va faire quelques mois, ça va faire quand même 8 mois, 9 mois. Moins d'1 an? Et ça fait tout ce temps que ça dure? Ouais. Du coup ce que j'ai fait, c'est à partir de là, du coup, vu qu'elle m'ignorait totalement et que bon c'est pas agréable à vivre et que mon père n'avait pas du coup changé de comportement, je me suis énormément éloigné d'eux en fait pour ma propre santé. Alors que tu vis avec? Je vis avec, mais en fait je vis avec. Ouais, tu cohabites. Je cohabite, on est coloc quoi, c'est dit. On se croise vraiment. En fait j'essaie de faire en sorte qu'on se croise le moins possible, j'ai pas envie de me retrouver en leur présence. Parce que me retrouver en leur présence, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir devant moi le fait que ma mère m'ignore complètement. Et constamment me faire mégenrer par mon père, qui me rappelle constamment mon dead name, etc. Encore et encore, tout constamment. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je sais que ma famille mange à 19h. Du coup, moi, je reste dans ma chambre jusqu'à 20h, 20h30. Puis après, je sors, puis je vais me faire à manger pour moi. etc. Et en fait, voilà, je vis plus ou moins à côté, en fait. On vit ensemble, mais à côté. Ok. Et voilà, du coup... ça, c'est l'état actuel, quoi. Ça, c'est l'état actuel des choses. C'est pour ça que je cherchais très fortement un appart sur Genève, pour sortir en fait de cet environnement assez toxique au final. En recherche d'emploi, du coup, je ne dis pas que je suis une femme trans, je fais comme si j'étais un homme cis en fait. Ah, donc voilà. Tu fais comment sur ton CV? T'as ton dead name? J'ai mon dead name et je me mets genre moi-même en fait, je me genre masculin dans mes lettres de motivation et tout. Ah, ça doit être affreux. Ouais, c'est pas agréable, mais je me dis que c'est un moment à passer en fait, c'est genre faut faire ça et après ça ira mieux.
En gros, tu as une utilité au fond. Voilà, c'est ça. Mais parce que du coup, tu te dis, si je trouve un travail et tout, après peut-être je pourrais me. Exactement, voilà. outer. Mon but c'est vraiment de trouver un travail, donc que quelqu'un m'engage, et que après je fasse mon coming out au travail et que voilà, et voir comment ça se passe. Parce que j'ai tellement besoin de ce travail, j'ai tellement besoin pour partir de cet environnement toxique, que je veux pas que le fait que je sois une personne trans me mette des bâtons dans les roues. Et comme je le disais dans ma vidéo FAQ, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne, c'est comme je disais sur ma vidéo FAQ, c'est horrible à dire en fait. C'est vraiment horrible à se dire que je suis obligé de le cacher parce que ça peut me mettre des bâtons dans les roues en fait. Et juste ça peut te pousser à la précarité tout simplement. Voilà, tout simplement. En fait, ça peut tout simplement me fermer des portes. Il y a des personnes qui peuvent ne pas m'engager à cause de ça. Voilà, du coup, déjà ma plus grande priorité à l'instant, c'est de partir de chez moi. Parce que limite, tout ce qui est transition hormonale, tout ça, ça peut attendre 2-3 ans. Le fait de vivre dans un environnement complètement transphobe, de ma propre famille en plus, ça c'est beaucoup plus dur à vivre. Je pense que j'ai beaucoup plus de mal avec la transphobie de mes parents qu'avec ma dysphorie de genre. Ah ouais? Ouais, totalement. La dysphorie, c'est. Bon, on l'a déjà expliqué dans les 2 autres vidéos avec Mo et Léon. C'est quand ton expression de genre ne correspond pas à l'idée que tu te fais de toi-même. Donc tu as une idée de ce qu'aimerait être ton expression de genre. Par exemple, moi j'aimerais avoir une expression de genre féminine et mon corps biologique ne correspond pas. Voilà, mon corps en général, mon apparence ne correspond pas à l'idée que je m'en fais. Ce qui crée du coup en fait, un décalage, un mal-être voilà, qui peut être parfois assez profond. Et qui peut mener à des comportements très très dangereux pour toi. Très destructeurs aussi, ouais. Mais voilà, je souffre un peu de dysphorie, j'ai pas une grande dysphorie non plus. Et du coup, la transphobie de mes parents m'impacte beaucoup plus que ma dysphorie, et donc c'est vraiment la priorité. Qui l'un peut déclencher l'autre au passage. Exactement. Est-ce que pour finir, tu peux m'expliquer du coup pourquoi ta chaîne YouTube, de quoi tu parles et depuis quand d'ailleurs? Tu t'es lancé quand? Alors, je me suis lancé quand? Je me suis lancé début juillet. Ma chaîne donc, s'appelle La Goupille, donc c'est comme les goupilles des renards, mais avec un E à la fin. Et je parle de quoi sur ma chaîne? Je parle de. En fait, c'est une chaîne militante où je parle de plein de sujets. Je vais parler de transidentité, beaucoup, du coup, vu que ça me concerne énormément, mais aussi de lutte LGBTQI, en général. Voilà, donc. Que ce soit les personnes bi, lesbiennes, gays, la Pride. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo dans pas longtemps sur la Straight Pride, là, c'est à Boston. Ah, il y a vraiment ça? Il y a eu ça. Ça s'est produit à Boston, il y a eu une Pride hétérosexuelle. Donc je vais faire une vidéo pour expliquer en quoi c'est absolument n'importe quoi. Si vous voulez savoir. Ah, mais les gens dépassent l'indécence. Incroyable. Le plus drôle, c'est qu'il y a des gens qui ont cru que c'était un rassemblement de fans de Trump. C'est dire le profil type des personnes qui se sont rendues à cet événement. Eh, c'est indécent. Du coup, je parle aussi sur ma chaîne de véganisme et d'antispécisme. Forcément, c'est 2 gros aspects. Enfin, c'est un gros aspect majeur de ma vie. Je milite énormément là-dedans. Et ouais, je pense qu'il y a besoin de produire plus de contenu pour faire un peu plus découvrir ça aux gens. Je milite aussi sur des questions féministes aussi. J'essaie aussi de parler pas mal de féminisme et de transféminisme. Parce que du coup, en tant que personne trans, je suis assez bien placé pour en parler, de transféminisme, et voilà, produire du contenu féministe, c'est toujours important. Et parce qu'il y a des féminismes qui sont pas trans-inclusifs. Exactement, il faudrait que j'en parle un jour des personnes TERF. Les TERF. Ouais, et les personnes TERF et les personnes SWERF aussi qui m'énervent. SWERF, j'ai jamais entendu. Sex Work Exclusive Radical. Ah oui. Un petit TDS. Voilà, exactement. Mais vraiment trop intéressant à part ça. Moi j'ai vu les premières, je crois. Je sais plus combien j'en ai vu, mais j'avais vu que les toutes premières que tu as sorties. Très bien. Aussi, sur la chaîne, j'ai aussi parlé de choses un peu plus légères que tout ça. Je parle aussi de livres en général, voilà, parce que du coup, je lis beaucoup. La lecture, c'est un truc qui m'a suivi. C'est beaucoup moins une addiction qu'avant. Ouais, tu fais plus 4 livres de 300 pages par semaine. Non, j'en fais un par semaine. Ah ouais, quand même. Oui, je continue de lire beaucoup parce que ça me passionne énormément la lecture et du coup je lis énormément de livres. Notamment, surtout en ce moment, j'essaie de beaucoup plus lire des livres qui incluent des personnages LGBT pour voir un peu comment ils sont représentés dans la littérature en général. Je trouve que ça peut être vachement intéressant et du coup d'en parler aussi sur ma chaîne, etc. Trop bien. Et voilà, ce genre de choses. Trop bien.
Si vous avez des questions un peu particulières à me poser directement, peut-être sur mon expérience, etc. Par exemple sur mon expérience en tant que personne transgenre, si vous vous posez des questions, tant qu'elles sont pas trop indécentes les questions, n'hésitez pas à venir les poster sur ma chaîne. Parce que du coup j'ai fait des vidéos à savoir qu'est-ce que c'est la transidentité par exemple. Et donc voilà, ça peut être un bon endroit si jamais vous voulez vous adresser plus à moi, directement à toi et poser des questions en fait. Je vais aussi venir regarder et répondre aux commentaires sous cette vidéo là, parce que du coup forcément je vais la regarder. Je regarde toutes les vidéos de Caro de toute façon. Oh mon dieu. Merci. Je vous répondrai aussi en commentaire de cette vidéo, mais si jamais vous voulez poser des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne les poser. C'est pas tant une pub sur ma chaîne que pour me permettre d'avoir un endroit plus sympa où répondre aux questions et qui est plus concentré autour du sujet. Quoi. Plus approprié, merci. C'est exactement le mot que je cherchais. Incroyable. Merci. Merci encore une fois d'avoir participé. Et merci à toi de m'avoir accueilli. Bisous tout le monde.